Bonjour à tous, soyez les bienvenus à une autre émission de la course Destination Monde. 4e semaine déjà. Certains, pour ne pas dire certaines, ont connu un très bon départ, d'autres viennent tout juste de trouver leur vitesse de croisière. Enfin, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Ceux qui arriveront à se hisser en haut du classement sont ceux qui font preuve de constance dans la qualité de leur reportage. Ça, c'est très facile à dire quand on est bien assis, au chaud, en toute sécurité. Vous avouerez que c'est pas évident d'être génial à chaque semaine. Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte Nadeau? Bon, on est trop bien en studio pour pouvoir en juger. Brigitte est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la Birmanie, qui est l'objet d'un reportage. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. En ce moment, sur le terrain, la course se vit à deux niveaux. Il y a tout d'abord l'aventure, le challenge, la découverte du monde. Au téléphone, ils nous disent c'est le bonheur ou encore j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Et puis, il y a aussi l'autre côté de la médaille, les points qui sanctionnent leur travail. Là-dessus, je vous dirais qu'ils ne comprennent pas toujours. Ça leur fait mal quand ils reçoivent une mauvaise note. Ils se demandent s'ils n'auraient pas dû faire une chose plutôt qu'une autre. Alors la réponse se trouve probablement du côté des juges cette semaine. Avec Daniel Pinard. Bonjour. Bonjour Daniel. Daniel Panton, bonjour. Et Micheline Nancto, bonjour Micheline. Alors c'est prêt, allons-y. Contrairement à ce qui ne fut qu'une rumeur, la compagnie des parapluies n'est pas virée en banqueroute. Voilà qui en rassurera peut-être plusieurs. Jacques a quitté l'Australie pour Bangkok, en Thaïlande, mais il n'a pas vraiment aimé cette ville-là. Il a même peut-être un peu paniqué. Il faisait très chaud, l'hôtel était quelconque, il y avait un bordel à l'étage au-dessus de sa chambre. Enfin bref, il n'a pas aimé ça. Alors, il est reparti vers le nord, mais sans but précis. Il a passé une quarantaine d'heures en autobus pour se retrouver au nord de Chiang Mai. Et c'est là qu'il a rencontré un Français qui lui a parlé d'un camp militaire de guérilleros. Ça l'intéressait. Il est reparti. 6 heures de jeep dans les montagnes et une remontée de rivière. Jacques s'est retrouvé un peu malgré lui en Birmanie, un pays dont on parle très peu, mais qui vit pourtant une guerre intérieure depuis plusieurs années. Il s'est rendu au quartier général de la résistance, qui lutte contre le pouvoir excessif de Rangoon, la capitale. Cette semaine, notre jeune ami poursuit son sevrage de café, de sexe et de plaisanteries grivoises. La neige grasse et l'épiderme masculine, le plan large devrait confondre papa-maman. Ton micro. La guerre. Amuse-toi, bonhomme, que je me disais, sinon la course c'est le Vietnam. Ne traque que les marginaux et les solitaires. Les couples heureux te foutent le cafard. Et la politique, le moins possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était la Thaïlande. Devant, loin derrière les montagnes, la Birmanie, un des pays les plus pauvres de la Terre, dirigé par une junte militaire tyrannique qui a tiré sur des milliers d'étudiants en 88, faisant encore plus de victimes que l'armée chinoise n'en a fait l'an dernier. Ici descendent les derniers civils. La plupart d'entre eux sont des réfugiés Karen, une communauté ethnique birmane qui a trouvé refuge dans la jungle. Mon escorte et moi décidons d'y passer la nuit. Arrêt obligatoire au poste de guet. Les guerrieros Karen nous apprennent qu'une partie de la rivière est contrôlée par l'ennemi. On s'inquiète pour Manerplo. Miracle de survie, surtout depuis que les gouvernements thaïs et birmans se sont en quelque sorte unis pour l'isoler. Et puis ces avions de combat provenant de Yougoslavie et de Chine laissent présager le pire. Pas question de prendre le moindre risque, ainsi en a décidé mon escorte. Et moi, je ne me sens pas tout à fait bien. Manerplo n'est qu'à quelques lieues d'ici. Manerplo. Même les plus optimistes ont peine à imaginer sa réussite. Sobatsin en est le premier ministre. Sa tête est mise à prix. This place is the headquarters of the Karen National Union, and the Karen people are struggling for their freedom ever since 1949, and we adopted the guerrilla warfare tactics. Véritable capitale de l'opposition au régime de Rangoon, Manerplo est aussi le quartier général du gouvernement de coalition, des étudiants et des autres communautés ethniques du pays. Ne vous moquez pas, ils forment l'une des guérillas de jungle les plus efficaces, ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils résistent un peu plus longtemps à la malaria, parce que le peuple Karen est décimé par la malaria. L'information est diffusée au compte-gouttes, et moi je ne suis pas autorisé à filmer. C'est pas pour me vanter, c'est qu'ils ont peur.
So Youssou était chef cuisinier d'un grand hôtel de Rangoon. Oppressé, bafoué et dégoûté, il a fui vers la montagne, prêt à venger les siens. Il est aujourd'hui cook du camp militaire et vous comprendrez pourquoi on lui refuse toujours une arme. Ces Clés-Karen sont foncièrement pacifiques. On a exercé sur eux une politique de génocide depuis l'accession de la Birmanie à l'indépendance. Plus de 40 ans. 3 générations de guerrieros. Manerplo, coincé à la frontière de 2 pays qui ne lui reconnaissent aucun droit. La prochaine offensive ennemie viendra après la saison des pluies, prévoit-on. Enverront-ils ces fameux avions chinois ou yougoslaves? The draft documents focus on plans endorsed by 10 republics to provide for a new economic union and to revamp the country's constitutional structure, granting wide powers to individual republics. Je ne verrai probablement plus jamais cet endroit, ou seulement quelques fois l'an, sur papier glacé ou satiné. Pour eux, c'est une autre journée qui s'achève, alors qu'ailleurs les bouleversements tombent à pic d'une manière opportune, leur cause semble tomber à pic comme un vieux satellite épuisé. Couvrir la cause des uns, c'est un peu abrier la leur, du moins encore toute une nuit. Eh bien, aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous demander la note et après vos commentaires. Micheline. 13. 13 points. Daniel 14. 14. Daniel Pinard. 13. 13. Micheline Langto. Oui, moi, je voudrais faire des commentaires d'un point de vue plus général en réponse un petit peu à ce que les coureurs ont exprimé au début de l'émission. C'est ce qu'on aimerait qu'ils fassent, c'est qu'ils arrêtent de chercher le sujet. C'est un peu normal en début de course d'essayer de trouver quelque chose qui est accrocheur. Je pense que ce n'est pas là qui est la clé du pointage, si tant est qu'ils veulent avoir des points. Il y a autre chose dans la course que des points, mettons. Il y a, je pense, une façon de composer un reportage qui est, qui pourrait être plus dramatique, qui pourrait être plus fictionnalisé à la limite, qui pourrait être plus, non pas personnalisé, mais plus accrocheuse, et ce, de façon générale, au niveau du commentaire, des images, de la forme. Oui. Daniel. Oui, je trouve ça tout à fait juste. Je voudrais quand même parler du reportage de Jacques. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve que c'est compliqué politiquement de démêler tout ça. Malheureusement, je n'ai pas eu vraiment les informations toujours que j'aurais aimé avoir politiquement. Cependant, je trouve que le début de ce reportage, le type d'informations qu'il me donne au début, moi, ça m'a accroché beaucoup. Certaines images de fleuves, certains visages aussi. Daniel. On aurait aimé justement peut-être les entendre, mais là, à partir du moment où il nous dit qu'il ne peut pas tourner, mais qu'il tourne quand même quelques images, par exemple, ce bonhomme qui quitte ses cuisines d'hôtel pour se retrouver guerriero, ben, j'aurais bien aimé qu'il nous dise pourquoi et qui il est, par exemple. Dans le cas de Blondin, il faut qu'il fasse confiance aux images. Le commentaire est un peu trop bavard. Alors, ça lui donne 40, donc, à Jacques pour Manerplo. L'an dernier, Brigitte Nadeau de la course Europe-Asie s'est rendue exactement au même endroit. Est-ce que les choses ont changé? Quel est l'enjeu de cette guerre? Eh bien, elle nous en parle tout de suite après qu'on ait regardé ce qu'elle avait tourné là-bas. Depuis plus de 40 ans, une génération s'est battue à faire connaître sa cause sans jamais avoir l'appui des pays étrangers. Quand l'indifférence s'en mêle, la lutte ne semble pas avoir de fin. Malgré leurs divergences politiques, les étudiants qui ont rejoint le mouvement de résistance Karen sont impatients de se rendre au front. À leur côté, des jeunes des minorités Kachin, Shan, Karani. Tous ont en tête le même combat. Tous ont choisi de braver la mort plutôt que de vivre comme un esclave. Brigitte, à la lumière de ce que tu viens de voir, est-ce que les choses ont changé? J'espérais voir la suite de mon reportage, puisque j'y suis allée l'année dernière. Puis finalement, c'est un peu ridicule de demander la suite quand c'est un pays où ça fait plus de 40 ans que ça ne change pas. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Depuis combien de temps cette guerre-là dure-t-elle et quels sont les enjeux? Depuis 1962, il y a une dictature qui est en place, dominée par un général qui s'appelle Ne Win et qui se prend un peu pour un roi. Et pour dire un peu le genre de militaires qu'il y a là, ils sont dominés par la superstition et par l'astrologie. Alors si on dit Ne Win sera roi pendant tant de temps, il va faire tout en sorte qu'il soit roi pendant ce temps-là. Et il y a différentes minorités. Plus de 40% du territoire birman est occupé par les minorités ethniques et même des rebelles birmans qui sont contre le régime en place. Et ça fait à peu près 50% de la population qui sont contre le régime Ça risque actuel. de continuer encore pendant un petit bout de temps. Pendant un petit bout de temps. Ben, merci de ces précisions, Brigitte. Ouais. De la République de l'Équateur, archipel de l'océan Pacifique, les îles Galapagos sont situées à 950 km de la côte.
D'origine volcanique, ces îles sont uniques au monde en raison notamment de la faune fabuleuse qu'on y retrouve. Il y a l'histoire qui nous apprend qu'il y a des centaines de milliers d'années, des animaux d'Amérique du Sud sont venus aux îles, soit par nage, soit en dérivant sur des troncs d'arbres, ou encore en volant. Et ces animaux se sont développés différemment de leurs cousins continentaux. C'est d'ailleurs ce qui aurait inspiré Darwin pour sa célèbre théorie sur l'évolution des espèces. Sophia, elle, a été totalement séduite. Elle a laissé de côté l'histoire, l'aspect journalistique. En fait, elle se sentait un peu comme le petit prince sur sa planète. Ça faisait pas 1 heure que j'étais arrivée dans ces îles qu'on appelle les îles Galapagos, que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Je suis montée sur un petit bateau, puis je suis partie d'île en île. Il y avait ce monsieur-là qui chantait ses îles à lui. Il y avait ce drôle de paysage. Puis il y avait moi, complètement déboussolée, étrangement envoûtée. Oui, oui, dans des petits morceaux de terre au milieu de l'océan. Personne pour nous distraire. Il n'y a qu'elle, moi et ce vent qui ne se fatigue jamais. Islas Galápagos. N'avez-vous jamais eu envie de crier votre solitude? Islas Galápagos. Vous ne ressemblez en rien aux îles de mes songes. Vous attendez la pluie qui ne vient pas. Islas Galápagos. Galápagos, Galápagos, Galápagos. Vous souvenez-vous de cette grande éruption qui vous a fait naître? Vous n'avez pas été toujours aussi silencieuse. D'où venez-vous? Y al mirar la luz en medio del mar, pude observar el radiante verde en todo el lugar. Ay, que en las campiñas los labradores cosechan la piña y parece un violín el sonar del pinzón. En su cantar hay una esperanza y una canción de mi tierra, pues una canción de una galapagueña fue ideal de Dios. Arrancó un lucero para así crear Galápago entero. Fue ideal de Dios, nació ecuatoriana en medio del mar. Fue ideal de Dios, nació ecuatoriana en medio del mar. Galapagos, reposez en paix pour des milliards d'années. Je ne saurai rien de vous. Je mourrai dans 1 seconde, vous vivrez éternellement. Vous avez tout votre temps et moi, je suis si pressée. Vous savez que les îles Galapagos sont aujourd'hui un parc national et font également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Daniel Panton, ta note pour commencer? Oui, 15. 15, Daniel Pinard. 15, Micheline. 14. 14, Daniel. Oui, bon, les îles Galapagos, on en a souvent entendu parler, j'ai vu beaucoup de reportages. Ce que j'ai aimé, moi, ce que j'ai apprécié dans son truc, c'est qu'elle est personnelle. Alors, on parlait de ce qu'on souhaitait peut-être voir par moment, c'est-à-dire, j'aime apprendre des choses, avoir une connaissance, mais avec un point de vue personnel. Et je préfère entendre et voir un film où on saisit cette impression qu'elle a, Sophia, et son commentaire est aéré. Il y a une chose, moi, il y avait une promesse dans ce film-là qui n'est pas tout à fait tenue. Il y avait une promesse de texture, des écailles de tortue, la lave, etc., des volcans. Et ça, je trouve qu'elle a comme touché à ça, mais j'aurais aimé en avoir plus. Daniel Pinard. Moi aussi, j'ai bien aimé qu'on nous laisse justement voir les choses et se sentir tout aussi finalement dépaysé qu'elle, en même temps qu'avec une sorte... Je ne savais pas comment écouter cette musique et voir ce bonhomme qui chante. Est-ce que je devais rire? Est-ce que je devais être ému? Je ne sais pas. Ça m'a laissé sur ma faim, mais c'est un plaisir. Qu'en penses-tu? Moi, j'aurais souhaité que le lyrisme du commentaire, que je trouve très beau, se soit retrouvé dans les images. Effectivement, au niveau de la texture, on avait beaucoup de promesses, mais les images sont un peu conventionnelles, un peu plates, à toute fin pratique, alors que le commentaire est vraiment très, très, très enlevé, très poétique, très beau. Alors, ça lui donne donc 44 pour Les Intouchables, un document de Sophia Borovchik.
incident. Revenant de Bamako. Ben celle-là, la première fois qu'on l'a entendue, on l'a trouvée pas mal drôle. Alors après les îles du Cap-Vert et le Sénégal, Marc, la salopette bleue Forgette, est au Mali. Sa première idée était de faire quelque chose sur le peuple Dogon, qui a longtemps conservé une culture assez particulière et qui vit au pied des falaises. Mais en une semaine, Marc n'avait pas le temps. Il est donc resté à Bamako, la capitale du Mali. Il a rencontré des gens. Il a aussi trouvé un sujet. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, ici, on mange à l'africaine, c'est-à-dire avec les mains. C'est important de manger avec la main droite. Il faut emplir la main et il faut le manger comme ça. Eux, ils rient. C'est très bon. Oui. Alors, je suis à Kangaba. C'est en brousse, au Mali. Alors, c'est ça. C'est la saison des pluies au pays mandingue. Le tout-terrain, négociant habilement les courbes, me dépose au cœur du village. C'est un village comme il en existe tant d'autres par ici. Voilà le vieux, tranquillement assis, à l'écart. Sitôt la caméra sortie, les enfants surgissent. Leur réaction m'étonne. Certains pleurent, l'un d'eux me regarde d'un air de défi. Il a bien du courage, m'explique le vieux. Ici, les parents menacent d'appeler le toubab lorsque les enfants ne sont pas sages. Ah bon? Ça me fait tout drôle d'être un épouvantail. C'est le temps de la moisson au pays mandingue. Les femmes, affairées à la rivière, ont laissé aux plus jeunes les préparatifs du repas. Le vieux m'indique le sentier menant au champ. Or, voilà que les hommes s'y font rares. Pour un pays qu'on dit être le grenier du Sahel, cela a quelque chose d'inquiétant. Je questionne le vieux. Il perd son sourire. C'est la saison des pluies au pays mandingue. À plusieurs pannes d'essence du village, à quelques kilomètres de la frontière de Guinée, je retrouve ces hommes qui ont mieux à faire que de cultiver la terre. Nous sommes au Placer, la mine. La fièvre de l'or a gagné les paysans. Comme s'ils voulaient renouer avec les anciens empires qui ont vécu du métal précieux, hommes, femmes et enfants creusent la terre. Voici, à peu près, la manière de procéder. On creuse d'abord un puits profond. Puis un homme y descend et, muni d'une petite pelle, retire la terre dans de grandes calebasses remontées à la surface. À chaque couche différente d'argile ou de terre, on lave une ou deux calebasses par manière d'essai. Et l'on continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit arrêté par des rochers, à plus de 30 mètres souvent. Merci, monsieur. Quoique les puits soient creusés par des hommes, l'or est toujours lavé par des femmes, qui, dès l'enfance, ont pris l'habitude d'un travail analogue en séparant les cousses de maïs de la farine. Voici de l'or en tout petits grains, presque pur. C'est la saison des pluies au pays mandingue. La récolte, qui s'annonce bonne, risque de rester au champ. C'est que, voyez-vous, depuis le coup d'État de mars dernier, où la seule prison du pays fut saccagée, les forçats ont pris d'assaut les placers, désormais libres d'accès. Les paysans, n'ayant plus l'obligation d'attendre la saison sèche, viennent y espérer l'or. Certains y arriveront. Par exemple, ce paysan dont on dit qu'il trouva 5 kg d'or pur dans une seule journée. D'autres trouveront la mort, comme ces 5 réfugiés libériens ensevelis sous la boue pendant un orage. Quand même, c'est un curieux destin que celui des hommes cherchant le bonheur au fond d'un trou. C'est la saison des pluies au pays mandingue. Et quoi qu'on puisse en dire, le bonheur existe. Je l'ai rencontré. Nous sommes frontal ici. Nous sommes frontal ici. Alors, Daniel Pinard, pour commencer. 16. 16. Moi aussi, 16. 16. 16. Bon. C'est arrangé, c'est arrangé. On se le dit avant. C'est un très beau conte. Quelle belle voix qu'il a pour raconter doucement une chose. On a l'impression que ça dure.
malgré tout, c'est que 4 minutes, mais ça dure parce qu'on habite dans ce qu'il nous montre. Il se rapproche de ces gens avec une grande tendresse qui est d'ailleurs de part et d'autre visible. On apprend plein de choses et en même temps, il n'y a pas de morale. J'adore les contes qui n'ont pas de morale et qui se terminent pour vous dire on est heureux, même si c'est totalement absurde que d'aller chercher de l'or pendant qu'on laisse les récoltes aller. Micheline. Oui, bien, c'est vraiment un conteur, Forgette. C'est quelqu'un qui a vraiment le tour d'aller nous chercher dès les premières images, par le ton qu'il impose, par cette façon très particulière aussi de juxtaposer les images et ce qu'il en pense ou ce qu'il en dit. Il y a une approche... et moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je sens chez lui, c'est sa grande disponibilité. Il ne cherche pas le sujet, il fait beaucoup avec peu, il fait beaucoup avec ce qu'il a. Daniel Panton. Oui, puis il y a une sorte de sens du rythme, autant dans son commentaire, d'ailleurs, que dans certaines de ses images, quand il répète toujours « c'est la saison des pluies au pays mandingue ». Et ça, je trouve que c'est très, très africain aussi, cette façon de répéter les choses. Et il y a beaucoup de sensualité et de mouvement physique de la part des gens dans son reportage et de la caméra aussi. Moi, j'aime ce côté-là, très, très texturé, très près des gens et des choses. Bon, ben parfait. Alors, ça lui donne 48 pour Puy d'Or de Marc Forgette. Dans la course, on se retrouve un peu n'importe où, même dans des endroits où la police n'ose même pas aller. Jennifer est toujours à Hong Kong, ou plus exactement à Kowloon. C'est situé juste en face. C'est comme Longueuil par rapport à Montréal, mais ici s'arrête toute comparaison. Elle habite une chambre qui la déprime, qui lui coûte 50 $ américains. Rajoutez à cela les problèmes d'éclairage, les problèmes d'interprète, problèmes d'autorisation et l'obligation de produire un reportage à chaque semaine, vous en arriverez à la conclusion que c'est pas toujours facile, la course. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils y arrivent quand même. Je longe actuellement Tang Sing Road, en plein cœur de Hong Kong, où l'activité chinoise suit son cours normal. Mais de l'autre côté de ces murs se trouve la cité murée de Kowloon, ancien refuge de la mafia chinoise. Pour essayer de tourner à l'intérieur de la cité, il fallait obtenir un permis du gouvernement de Hong Kong, ce qui m'a fait perdre 4 jours. Mais enfin, j'ai quand même pu rentrer et voici un voyage à travers le labyrinthe interdit. Dans 6 mois, cette femme sera évacuée. Dans 6 mois, 30 000 personnes auront été évacuées. Le 20 mars 92, Kowloon City sera dynamitée. Comment cette ancienne forteresse de la dynastie Qin en est-elle arrivée là? Ce quartier de Hong Kong n'apparaît nulle part, n'appartient à personne, et ne figure même pas dans le traité qui concédait le territoire chinois aux Anglais. Indépendante de toute juridiction, cette cité s'est développée sans contrôle ni réglementation. Pour certains, c'était un repère. Pour d'autres, un refuge. Dans les années 60, 2 clans de la mafia chinoise se partageaient le contrôle de la cité. La police corrompue était tenue à l'écart. Dans ce cloaque immonde se pratiquait l'impraticable. Avortements illégaux, trafic d'héroïne, fumerie d'opium, bordel, crimes, contrebande. C'était le paradis du bandit. Aujourd'hui, 1/3 de ces cubicules croupissants sont déserts. Les habitants ont été déportés dans les nouveaux territoires. Pour eux, tout est à recommencer. Mais il y a ceux qui résistent. Ceux qui ne veulent pas d'une compensation du gouvernement. Ceux qui vivent ici depuis 35 ans, pour qui Wall City est une nouvelle patrie. Cet homme active cette machine 14 heures par jour sans permis de travail.
Il ne parle ni l'anglais ni le cantonais. Il a quitté la Chine il y a 40 ans, illégalement. L'échéance approche. Et pourtant, tous ces immigrants persistent à faire tourner la machine. Dans cette usine de bonbons, rescapée du crime, l'apathie a délogé l'espoir. Et que dire des dentistes? Cette enclave renferme 76 cabinets de dentistes établis dans les années 50. Pourront-ils continuer la pratique illicite d'extraction bon marché? Non. Leur diplôme chinois n'est pas reconnu par l'Ordre des dentistes britanniques. Ils devront eux aussi fermer boutique. Quand une micro-société a la possibilité de s'autogérer, que fait-elle de sa liberté? Alors, Micheline, je te demande tout d'abord ta note. 14. 14. Daniel? 15. 15. Daniel? 14. 14. Oui. Je la sens très obnubilée par l'Orient, en effet. Au Japon, elle avait de la difficulté à entrer dedans. Je comprends que le choc culturel est immense, mais j'ai l'impression qu'elle cherche le sujet. Elle cherche trop. Mais elle avait quelque chose de pas si mal, là. Ben oui, mais comme elle a disparu dans le lieu, on dirait qu'elle n'arrive pas à dominer ce lieu-là. Le lieu devient comme le sujet principal. Mais dans le lieu, il y a des gens, il y a des... on la sent pas proche des gens. Moi, c'est un peu ce que je lui reprochais, d'essayer de se mêler plus aux gens, d'arrêter de se laisser éblouir par un phénomène ou un lieu ou une... Daniel? Oui, je pense que oui, le lieu est incroyable. Moi, je trouve que ça, c'est un sujet incroyable. Le côté corridor souterrain, kafkaïen, 1984, un peu, il y a quelque chose avec les grilles et les êtres humains décharnés qu'il y a là-dedans. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné quand même dans ça. Les informations du début sont claires aussi. Ce qui m'a surtout frappé, ça va être dynamité dans 6 mois. Juste ça, pour moi, ça valait le coup de voir les documentaires pour ça. Daniel? C'est vrai que c'est des belles images, mais j'essaie encore de comprendre ce que ça veut nous dire. C'est-à-dire, par exemple, cette phrase finale qui dit quand on se construit une sorte de liberté ou quand on est autonome, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai l'impression qu'elle n'avait pas de morale et s'en cherche trop. Ça lui donne 43. Kowloon Terminus de Jennifer Allin. Oh non, pas un autre vol, pas un autre pays, pas une autre culture La semaine dernière, on se demandait si Louis est en mesure de suivre le rythme infernal de la course. Ben, il semble s'être repris en main. Il a quitté Prague pour Paris, d'où il devait prendre un avion pour la Côte d'Ivoire, mais là, petit problème d'organisation, il s'est aperçu qu'il n'avait pas de visa. Alors ici à Montréal, nous établissons des contacts, et à Montréal, comme à Paris, les Ivoiriens des services de consulat et des ambassades se sont montrés très coopératifs, à tel point que Louis, n'ayant pas assez d'argent, ils lui ont laissé son visa gratuitement. Alors il s'est retrouvé à Abidjan, il a trouvé les gens extrêmement chaleureux, et pour une fois, il avait l'impression que la chance était avec lui cette semaine. Faire la course, c'est être dans un état de boulimie continuelle. C'est-à-dire, il faut dévorer un peuple après un autre, semaine après semaine, sans jamais sentir le trop-plein. Alors cette semaine, j'ai goûté aux très délicieux ivoiriens. Si je cherchais l'âme de cette ville, où serait-elle? Ville portuaire et bastion français à succursale française. Renault, Peugeot, Gauloise, Ricard. Étrange. J'arrive de Paris, je n'ai pas l'impression de l'avoir quitté. C'est comme si je venais juste de rentrer dans sa banlieue africaine, Abidjan. C'est le même trafic, le même empressement. Je crois qu'il faut aller ailleurs, hors du centre, à l'autre bord de la lagune qui traverse la ville. Peut-être là-bas, je trouverai. Je crains d'être arrivé trop tard. On m'apprend que je suis en terre ébriée, le premier peuple à avoir habité Abidjan. Le ton est à la mort. De peine et de misère, ils essaient de vivre comme ils ont toujours fait, en pêchant à la lagune, même si elle ne donne plus de poissons. Je sais pas comment, mais un peu plus... Il y a eu un changement d'eau, donc les poissons meurent à cause de l'ouverture du canal de Vredi. Les poissons meurent, on n'entend pas suffisamment de poissons maintenant. Ces femmes continuent à préparer la tséké à partir du manioc, même si on n'a plus les terres pour le cultiver. Le manioc, on doit se le procurer à l'extérieur du village. Pour la génération qui arrive, puisque
avec la ville, tout ça qui nous entoure, nos enfants n'auraient plus de place même pour cultiver selon la tradition. Puisque chez nous, dans la tradition, quand quelqu'un a 18 ans, il doit avoir à tout prix une plantation. Alors maintenant, la plantation n'y est plus. On ne sait pas comment faire pour avoir ces plantations. Et quand on nous parle aussi de l'autosuffisance alimentaire, pour nous, c'est comme on entend l'écho. On ne peut pas le réaliser. Alors ça serait beaucoup difficile pour l'avenir, pour nos enfants, pour la tradition qui arrive. Les Ébriers tiennent encore à leur fête des générations, même s'ils n'ont plus rien à promettre à leurs enfants. Ils croient qu'il est toujours nécessaire d'exorciser les mauvais esprits afin que la sagesse des vieux passe à la nouvelle génération. Lors de ces rites initiatiques, le jeune Ébrier devient homme. Il prend connaissance des forces spirituelles qui l'entourent et de la valeur de ses terres ancestrales. Pour le gouvernement conseillé par des blancs fouets, il n'y a pas de place pour l'ébrier. Sans cesse, on déloge l'ébrier pour ériger des bureaux administratifs et des hôtels de luxe. En échange, on repousse des villages dans des terrains vacants, de vrais cimetières. Entassé, il n'est plus possible de cultiver le manioc. Sans accès à la rive, on ne peut plus pêcher. En déracinant l'ébrier de ses terres ancestrales, une façon de vivre, une tradition et une culture meurent. Pour plusieurs ébriers, les structures sociales qu'ils connaissaient n'existent plus. Le village n'est plus, la grande famille non plus. Alors, il n'est pas rare de voir ces jeunes ébriers, cireurs ou vendeurs de journaux. De leurs parents, de leurs traditions et de leurs terres ancestrales, il ne reste plus que le souvenir. Avec ce film, Louis est éligible au prix de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, qui récompensera le concurrent qui présentera le mieux le concept de développement durable dans un pays en développement. Alors, Daniel Panton, pour commencer. Oui, le pointage 14. 14, Daniel Pinard. 13. 13, Micheline. 13. 13, Daniel, on t'écoute. Oui, bon, j'ai l'impression que Louis il nous raconte l'histoire d'un peuple qui se meurt. Ce que qui m'a le plus frappé, c'est le côté hybride des choses, c'est-à-dire le T-shirt avec le fang traditionnel. Je veux dire, tout à coup, son image me parlait plus au I'm a doctor sur le T-shirt du jeune homme. Trust me, I'm a doctor, en anglais en plus. Bon, alors ce côté hybride-là me touche, moi. Mais en général, je n'ai pas été touchée par ce peuple qui se meurt. Daniel. C'est mon problème. Moi, j'écoutais ça en me disant que si on remplaçait le mot ébrier par exemple, le mot maya et qu'on montrait les villages mayas qui sont déracinés près des centres touristiques ou des capitales, qu'on aurait essentiellement pu tenir exactement le même discours, ce qui veut dire que ni les mayas ni les ébriers n'y étaient. Micheline. Moi, je lui reproche d'être beaucoup trop anecdotique. Il y a un style de caméra qui se rapproche de la fiction, c'est-à-dire que c'est facile pour lui de faire des images, d'être dynamique et tout, mais ça reste vraiment au niveau de l'anecdote. Et ça, c'est un peu généralisé cette semaine. Ils sont anecdotiques. Alors, le pointage 40 pour Terre des Ébriers que nous présentait cette semaine Louis Perpignan-Huard. Attention, dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Facsimilé accepté, pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. En plus, vous recevrez le livre de la course publié aux éditions Saint-Martin. C'est pas fini. Lors de la dernière émission, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte des mystères de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. Il s'agit d'un prix de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. Bon voyage. En réponse à la question de la semaine dernière, c'était 14 éditions quotidiennes du plus grand journal japonais. Le nom de la personne gagnante apparaît en ce moment au bas de l'écran. Notre nouvelle question, quel est le nom des îles qui font l'objet d'un reportage cette semaine? Le nom des îles qui font l'objet d'un reportage cette semaine. Je vous rappelle que ces îles font également partie du patrimoine mondial.
Jusqu'à maintenant, on a reçu une moyenne de 900 coupons par émission, alors on vous remercie de participer en si grand nombre. Jusqu'à maintenant, Sophie a obtenu d'excellentes notes, mais ça n'empêche pas de trouver ça dur, la course. Tout le monde ici, parents et amis, lui disent « T'es bonne, c'est parfait, continue ». Sans fausse modestie, la responsabilité d'être première ou deuxième, la peur de décevoir, l'attente que cela crée chez les juges, comme chez vous, lui pèse lourd. Elle a avoué avoir pris un coup de vieux au niveau psychologique avec cette aventure. De Paris, elle s'est rendue à Moscou où elle fut accueillie chaleureusement par Ginette Quentin et Pierre Mainville. Mainville est caméraman pour Radio-Canada, il travaille avec Don Murray. Quand elle sort de chez Ginette et Pierre, elle a l'impression d'arriver sur une autre planète. Depuis que je suis arrivée, je me suis demandé de façon inlassable de quel droit je pouvais dépeindre une ville qui change à coups de spasmes et de battements de cœur, alors que je n'y étais ni la veille ni l'avant-veille. Comment pouvais-je capter des textures, des odeurs, des respirations qui m'apparaissaient pour la première fois pour les retransmettre ensuite, alors qu'elles n'étaient que de l'ordre de l'impression? De quel droit, je te demande? Quel droit ai-je de les crier alors que je me sens si naïve devant tout et que le tout me reste à être appris? Ainsi, je te répondrai, Sophie, du droit de l'auteur, me révéla-t-il, de ce droit unique et suprême de toi. Lorsque l'enfant était enfant, il vit une guerre se terminer, une armée rentrer après un massacre achevé et le rideau de fer s'abaisser. Lorsque l'enfant était enfant, tout le monde parlait d'un homme haut placé qui tyrannisait un peuple sous un culte de personnalité. Lorsque l'enfant devint grand, il s'éprit de ses propres souvenirs et se fascina à comprendre sa patrie. Et lorsque Sava Kulish se plaça derrière le viseur de sa caméra pour créer l'histoire, son histoire, c'était un peu comme s'il avait des comptes à lui rendre. Но нет Востока и Запада нет. Что племя, родина, род? Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает. Но только это не мои идеи, это идеи Киплинга, и очень страшно, что они сбываются в конце века. 1947. Il se rappelle cet homme. Il se souvient d'avoir été séduit par son discours qui le coupa du reste du monde derrière le rideau de fer. Vous valez le plus riche des Occidentaux, déclarera Staline. 1957 года, после фестиваля, первый раз, когда молодые люди в Москве увидели молодых людей, юношей и девушек из других стран мира, это была первая брешь такая в железном занавесе. La première brèche dans le rideau apparut. Désillusion. Sava se nourrira de cette frustration pour se retrouver 35 ans plus tard. Потом ответил на мой вопрос. И когда я сказал моим ассистентам, мне кажется, что это вот и есть тот самый мальчик, который нам нужен, и что, наверное, я его возьму снимать, его бабушка засмеялась и сказала: «Начали! Начали!» Se reconnaître, s'affirmer dans un concept de temps-espace, se voir à travers sa lentille, reconstruire l'histoire pour faire la paix avec elle. Directement inspiré de sa vieille Moscou, Sava reconnaît les lieux qui lui sont si familiers. Вот это тоже куски старой Москвы, сохранившиеся, очень немногие. Этот двор я знаю с детства. Мы здесь бегали, играли в разные игры, в казаки-разбойники. И прятались здесь. То есть это такой таинственный мир детства. Я хочу еще, чтобы, Софи, ты сняла, это очень забавно, сочетание старого и нового, что здесь кто-то написал «The Beatles Forever». Look, «The Beatles Forever». Наш Восток и ваш Запад, они достаточно близко уже сошлись. Lorsque l'enfant était enfant,
Il rêva qu'un jour il recréerait l'histoire, comme s'il avait des comptes à lui rendre, comme s'il voulait s'assurer que le passé reste au passé. Alors Daniel 15. 15, Micheline 14. 14 et Daniel 15. 15. Daniel. C'est un sujet qui est émouvant à la fois et confus en même temps. C'est-à-dire que quand on le regarde, on se demande ce qu'elle veut nous raconter. On devine un peu tard, ça nous empêche d'écouter ce qu'elle est en train de dire à ce moment-là. On dit, est-ce que c'est lui, Staline, il était enfant, c'est lui le réalisateur, est-ce qu'il est comédien? Est-ce qu'elle veut parler de ça? Qu'est-ce que l'Orient, qu'est-ce que l'Occident dont elle parle? Elle veut parler du cinéma comme façon d'exorciser le temps, d'arrêter l'histoire ou pour ne pas qu'elle se reproduise. Elle en dit trop, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'elle faisait avant, qui était d'une minutie et avec peu de choses et peu de gens pour qu'on ait le temps de les apprivoiser. Micheline? Oui, je suis entièrement d'accord avec Daniel. Je trouve que Sophie, sa grande force à date, c'est qu'elle est très impressionniste. Elle aborde toujours ses sujets par ses impressions. Mais ici, on a l'impression qu'elle était effectivement, ce qu'elle nous transmet, ce ne sont pas ses impressions, c'est sa confusion, beaucoup. C'est la difficulté d'arriver à connecter ces divers éléments-là ensemble. Il faut dire qu'elle le dit dès le départ. Quand Oui, elle dit, oui. écoutez, de quel droit est-ce que je peux parler, tout ça. C'est ça, c'est comme si elle avait le désir de toucher quelque chose. Je trouve que c'est une fille qui touche beaucoup. Hein? D'ailleurs, les premières images, c'est ça. Moi, ça me plaît. Mais moi aussi, j'étais prise dans cette confusion et j'essayais de faire des liens. Donc, je perdais des choses de son film, malheureusement. 44 pour la transparence du fer de Sophie Lambert. Voici maintenant ce qu'il pourrait gagner. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme. 5 000 offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 Prix du public du Journal La Presse d'une valeur de 2 000 En deuxième position, ex aequo, Sofia Borovchik, 44 pour Les Intouchables, les îles Galapagos, et Sophie Lambert, 44 aussi pour La Transparence du Fer, qu'elle a tourné à Moscou. En troisième position, Jennifer Allen, 43 points pour Kowloon Terminus. Et en quatrième position, ex aequo, Jacques Blondin, 40 points pour son film tourné en Birmanie. Et Louis Perpignan-Huard pour La Terre des Ébriers, 40 points également, un film qu'il a tourné à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si on reporte tout ça sur le classement général, eh bien, on remarque que Marie-Claude Harvey est toujours en première position, après nous avoir offert 3 films. Sophie Lambert est en deuxième, elle a tourné 4 films jusqu'à maintenant, Sophie. Marc Forgette suit en troisième position pour 3 films. Louis Perpignan-Huard en quatrième position, moyenne de 73, 4 films. Jennifer Allen est en cinquième, 3 films. Ex aequo maintenant en sixième position, Jacques Blondin et Gérald Gilbert, ils ont fait chacun 3 films. Et Sofia Borovchik est en septième position avec 3 films. On écoute maintenant les propos et commentaires de la personnalité vedette cette semaine, Louise Cousineau. Il y avait la tortue qui sortait de la mer, puis Sofia qui disait « Vous avez tout votre temps, moi je suis si pressée, c'est comme moi aujourd'hui pour faire tous mes commentaires. » Il y a Louis Perpignan-Huard qui ouvre en disant que c'est terrible comme il faut bouffer rapidement des cultures pour cette émission-là et on comprend son angoisse. Il y a Kowloon, moi j'aurais aimé aller là, c'est le genre d'endroit que j'aime visiter. Et c'est juxtaposition des rats avec la bonne femme dans ce labyrinthe abominable, le bruit. J'ai tellement aimé ça, mais bien sûr, j'ai eu le coup de foudre la première semaine pour Sophie Lambert, je l'ai encore. Ce qu'elle a trouvé, elle arrive en Russie, un pays qu'elle ne connaît pas, elle le dit, qu'elle ne peut pas donner des impressions. Tout à coup, elle rencontre ce cinéaste qui, lui, raconte l'histoire parce qu'il l'a vécu et elle le regarde, il la regarde. J'ai trouvé ça tellement une bonne idée, c'est tellement bien fait. Encore une fois, bravo. Quand Mme Cousineau trouve quelque chose de bon, il faut le prendre. Marie-Claude Harvey était en Bolivie la semaine dernière, et bien elle en a profité pour se faire raconter l'avenir. Après 4 semaines de course, quand il y a 3 sujets, 2 contacts qui tombent à l'eau, c'est le temps de prendre des mesures radicales. Pour la chance, mon amie bolivienne Donia Emma m'a conseillé d'acheter un fœtus de lama séché. Ça, c'est pas Donia Emma, c'est la vendeuse de fœtus. Et ça, c'est les fœtus de lama séché. Je me voyais pas en train d'expliquer la superstition bolivienne aux douaniers, alors je suis allée voir un professionnel. Les Karawakas peuvent lire la santé et le futur dans les feuilles de coca. No te preocupes. No. Va a estar bien nomás, aquí está. El seguro tampoco
No hay problemas. Solo el viaje está seguro, tampoco no va a haber desgracia, nada. Nada. Nada, sí. Todo está bueno. bien, sí. Todo está bien. Está bien. La vie est belle et le futur est rose. C'est vrai que la vie est belle pour Marie-Claude. Elle est en première position après nous avoir offert 3 films. L'avenir nous dira si le futur est effectivement rose. Gérald Gilbert aussi est en relâche cette semaine. Il se trouve à La Paz, en Bolivie, là où était Marie-Claude la semaine dernière. Et voici ce qu'il nous a fait parvenir. Alors, j'ai passé ma semaine à Potosi, en Bolivie, en altitude, où j'ai rencontré 2 Québécois, Lucie Perron et Marc Bisson, qui travaillent ici. Salut Lucie, salut Marc. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici, en Bolivie? On était au Rwanda, on a dû quitter après 3 mois à cause d'une guerre civile. On devait aller en Tunisie à cause de la guerre du Golfe, on n'est pas allé. Et puis là, l'OCSD nous a offert 2 postes ici à Potosi. OK, et comment trouvez-vous la ville, par exemple? Ah, moi j'adore ça. C'est une ville charmante, c'est une ville patrimoine mondial, c'est de l'humanité, c'est très important. Il y a beaucoup de travail, puis il y a aussi beaucoup de fanfare. Messieurs, dames du jury, je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que je vous trouve sévère, mais constant. Hein? La semaine prochaine, il y a Jean-Pierre Masse, Marc Caillé et Christiane Charette qui occuperont vos chaises. Quant au contenu de la prochaine émission, on écoute. La semaine prochaine, Jennifer Aline est à Mount Hagen, en Papouasie. Marie-Claude Hartley à La Paz, en Bolivie. Gérald Gilbert en Polynésie française. Jacques Blondin est à Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Sophia Borovchik présente un sujet tourné en Abitibi cet été. Et Marc Forget est à Zinder, au Niger. En terminant, je rappelle la question de la semaine. Quel est le nom des îles qui font l'objet d'un reportage? Le nom des îles qui font l'objet d'un reportage. Oui, je le sais, vous savez, mais taisez-vous. Merci d'avoir été là. Au revoir. À la semaine prochaine.